bonjour à tous. Donc Armelle Damiano de l'association Elle. Donc j'ai en charge l'animation de cette conférence consacrée au sujet de la professionnalisation de la filière. C'est un enjeu, on l'a vu tout au long de la journée, un enjeu majeur parce que la professionnalisation de la filière est attendue à tous les niveaux et à tous les stades de développement du projet. Elle est attendue aussi bien pour favoriser l'acceptabilité des projets, elle est attendue aussi pour s'assurer des bénéfices environnementaux de la méthanisation et elle est attendue également pour optimiser les coûts des projets. Donc de toute manière, cette professionnalisation de la filière, on a souhaité la traiter aujourd'hui comme un sujet à part entière parce qu'elle a un enjeu majeur pour la filière et on est tous responsables collectivement de cette professionnalisation qui est un atout pour demain. Donc, je vous présente dans un premier temps donc le déroulé de cette conférence qui va durer 1 heure et demie comme toutes les autres. Dans un premier temps, nous aurons un binôme d'une animatrice et d'une agricultrice des Deux-Sèvres, donc Hélène Béraud-Gabory pour l'AMF et Vanessa Baudrier-Paya pour Déméter Énergie vous présenteront les points d'intention pour réussir votre projet de méthanisation. Ensuite, on aura un état des lieux des formations donc par Alice Lostis du Centre Biogaz Technique Méthanisation, qui en est la directrice et l'animatrice. Donc, où on en est aujourd'hui, quelles sont les perspectives en termes de formation. Ensuite, nous aurons donc une intervention de Marc Schlinger, délégué général de l'AT2E Club Biogaz, qui viendra faire un état d'avancement du label Calimeta, donc du label de qualification des acteurs de la filière. Et pour compléter cette présentation du label, le témoignage d'une entreprise labellisée par l'intermédiaire d'Audrey Rousseau de S3D. Donc voilà, et on terminera cette conférence par un témoignage également de Vanessa Baudrier-Paya sur le développement de la charte AMF et donc de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives d'évolution. Voilà, donc encore une fois, on a prévu un temps plutôt de questions-réponses à la fin, en fonction aussi un petit peu du temps qui nous restera. Mais dans tous les cas de figure, on va suivre dans le chat dans lequel vous pouvez apporter vos contributions, vos questionnements. Et donc, sans plus attendre, je vais arrêter mon partage d'écran pour laisser la main à Hélène. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, l'AMF fédère 370 adhérents, missionnés pour la représentation nationale, mais aussi à de multiples groupes de travail pour faciliter le partage d'expériences. Donc là, avec Vanessa, qui est à mes côtés, on vous présente tout particulièrement le groupe de travail porteur de projet AMF, qui cible ses actions à destination des porteurs de projets. Donc, pour vous présenter rapidement les actions qu'on mène, il y a le Tour de France, donc au fil du Covid, passer le Covid, on arrivera bien à faire toutes les régions de France pour faire ces réunions de journées d'échange et de sensibilisation qui ont pour vocation vraiment de faciliter l'échange entre porteurs de projets et de bénéficier du retour d'expérience d'agriculteurs méthaniseurs expérimentés. Donc la précédente a eu lieu en Bretagne la semaine dernière et les suivantes, celles de l'année, auront lieu en région Centre, Normandie et Île-de-France. Et il y en aura d'autres qui seront proposées au fil des attentes qui sont formulées de part et d'autre. Donc, c'est vraiment important pour nous de favoriser l'échange. Comme les rencontres AMF, les rencontres nationales ont lieu 3 fois par an, ces temps d'échange sont spécialement dédiés aux problématiques que les porteurs de projets rencontrent. Ensuite, dans les autres actions que l'on mène, communication vers les adhérents, bien sûr, au travers de notre flash info AMF régulier, des conférences, des webinaires qu'on peut mener de part et d'autre, comme celui-ci par exemple, ou avec le biogaz en mois de novembre. Voilà, des communications, voilà, tout azimut aussi sur nos espaces Internet. Et puis, on communique aussi vers tout porteur de projet, y compris ceux qui ne sont pas adhérents, aussi bien sur différents sites Internet de partenaires multiples qu'au travers de la presse agricole pour sensibiliser le plus possible aux tenants et aboutissants de cette filière. On intervient aussi lors des salons, le salon Bio 360 avec un autre format qui nous sera proposé fin juin, Paul nous le précisera, mais voilà, lors des salons du biogaz, que ce soit Bio 360, Expo Biogaz ou tout autre salon, y compris agricole, on cherche à être présent pour pouvoir avoir un temps d'échange spécifiquement avec les porteurs de projets pour qu'on puisse échanger en particulier sur leurs projets.
Autre outil qui est disponible par contre uniquement pour les adhérents, c'est tout l'échange entre adhérents en Internet sur notre plateforme via l'espace d'échange AMF Tous. Voilà, pour poser des questions et l'entraide mail entre adhérents, les rencontres, mais aussi la boîte outils de l'adhérent en projet. C'est une nouveauté, ça sort en avril. C'est vraiment l'ensemble de la veille AMF qui est mise à disposition de tous les adhérents. Donc, sur notre site internet, sur l'espace adhérent, donc veille, des témoignages de multiples agriculteurs méthaniseurs en fonctionnement en projet, mais aussi des outils. On met en place des outils pour faciliter les 10 points d'attention qu'on sera amené à présenter tout à l'heure. Et puis sinon, les contacts individuels avec les adhérents. Donc moi-même qui anime le groupe de travail porteur de projet AMF, je suis disponible. Les adhérents peuvent me contacter pour être accompagnés et surtout être aiguillés, mis en réseau avec d'autres agriculteurs lors de l'avancée de leur démarche. Voilà. Donc là, c'est globalement sur l'offre d'accompagnement ou d'échange, enfin, tout ce qu'on peut proposer aux porteurs de projets. Donc là, on axe notre orientation en 3 points. Premièrement, la méthanisation, c'est un vrai… Pardon. Alors, si tu veux bien avancer, effectivement, quels sont les messages clés que vous faites passer aux porteurs de projets? Alors, les 3 messages clés, premièrement, c'est un vrai nouveau métier. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est éleveur céréalier ou qu'on a d'autres ateliers, y compris énergie renouvelable sur l'exploitation. Quand on engage un projet de méthanisation, c'est un vrai nouveau métier. C'est important d'en prendre conscience, de s'informer. Donc, bien sûr, voilà, il y a la presse agricole, les discussions qu'on peut avoir de part et d'autre. C'est un premier niveau, mais ça ne suffit pas de très, très loin. Ce qui est très, très important, c'est de se former. Alice va nous faire un focus sur les formations tout à l'heure. Là, je ne rentre pas dans le détail du contenu, mais plutôt sur la forme, la posture qu'il faut avoir. C'est très important de se former, aussi bien pour les agriculteurs qui eux-mêmes sont chefs d'entreprise, sont décideurs dans leur choix, qui engagent 2 à 10 millions d'euros. Enfin, voilà, donc c'est important en tant que décideur de bien connaître les tenants aboutissants. Mais c'est aussi important de former le personnel et les agriculteurs, enfin, tous ceux qui seront ensuite, une fois que le projet sera développé, qui seront opérationnels sur le site pour tout un tas de raisons, mais voilà, pour l'amélioration continue à tout niveau. Et c'est OK avec tout ce que tu as dit en introduction, Armelle, la professionnalisation de la filière à tout niveau, donc l'importance de se former. Un deuxième point important, d'échanger et de visiter, c'est ce qu'on propose lors des rencontres nationales. Le retour d'expérience, oui, c'est important parce qu'il n'y a pas que les beaux côtés de la filière. Il y a des jours qui sont super, qui sont boostants, mais il y a aussi des jours un petit peu moins roses. Et c'est vraiment important d'échanger entre agriculteurs. Et le retour d'expérience, ça permet de voir voilà, les bons, les moins bons aspects de la filière. Et c'est très important pour nous que les porteurs de projets, ils s'impliquent en connaissance de cause. Voilà. On n'a vu que les trop beaux côtés ou les trop mauvais côtés de la filière, mais qu'ils aient vraiment eu par eux-mêmes l'appréhension de la réalité de la filière, voilà, pour décider en connaissance de cause. Ensuite, enfin, le dernier point, c'est vraiment, dans l'adhésion à AMF, ça permet de faciliter tout ça, mais aussi l'adhésion à AMF, c'est engageant, c'est important pour nous que le projet il soit maîtrisé par le porteur de projet lui-même, et ça permettra de lever 2 freins. Dans les freins au développement de la méthanisation en France, il y a notamment l'appropriation locale des projets et le financement. Et si le porteur de projet maîtrise à tout point de vue son projet, et on va redire tout à l'heure sur quels aspects, il sera d'autant plus convaincant auprès des élus locaux, de son voisinage pour faciliter l'appropriation locale de son projet. Et il sera d'autant plus convaincant s'il maîtrise son projet vis-à-vis de son banquier, vis-à-vis des financeurs publics également, pour inspirer confiance et lever les fonds. Donc, juste un focus dans l'adhésion à AMF. Il y a aussi, ça va de pair sur un engagement qualitatif dans un état d'esprit, et c'est les 8 engagements que tout adhérent s'engage à suivre à l'occasion de son adhésion à AMF. Donc, ces engagements, ils seront explicités tout à l'heure par Vanessa. Alors Vanessa, juste si tu veux, en écho à ce que je viens de dire, nous témoigner en quoi ça te semble important ou pas ce que je viens de dire. Alors, pour ceux qui étaient
inscrit ce matin, je suis déjà intervenue sur l'appropriation locale justement des projets et avec notre retour d'expérience. Donc effectivement, bon nombre de porteurs de projets ne se soucient pas forcément des potentielles réactions des riverains ou des élus ou des acteurs du territoire par rapport à leurs projets. Et donc, du coup, n'intègre pas ce volet-là suffisamment en amont. Donc, oui, c'est un nouveau métier. Et dans ce nouveau métier, on doit y intégrer effectivement le côté technique, scientifique, qui se rapproche certainement plus du modèle industriel que du modèle agricole. Mais tant mieux, quelque part, ça nous fait justement aussi évoluer au niveau de nos exploitations agricoles. Mais il faut dédier un temps précieux aussi à la communication sur son projet, au fait que on est, en tant qu'acteur économique sur les territoires, on a aussi des responsabilités. Et donc, on doit agir en professionnel, en entrepreneur, et donc échanger avec les acteurs locaux pour en faire encore plus un projet de territoire. Et donc, justement, le deuxième sujet qui vient, super transition, Vanessa, c'est le territoire. Pareil, l'appropriation locale et le financement sont d'autant plus facilités que ce projet, il a du sens. Donc, c'est important que ce projet il soit en adéquation, bien sûr, avec les hommes et les femmes qui vont le mener, hein, avec l'ambition professionnelle que les agricultrices et les agriculteurs portent sur la continuité logique de leurs exploitations. Après, à un autre niveau, voilà, il faut que ce soit en cohérence avec l'exploitation ou les exploitations qui sont porteurs de projets et plus largement en cohérence avec le territoire. Voilà, si tout ça, ça a du sens, si ça a du sens pour vous, pour l'exploitation et pour le territoire, ce sera d'autant plus facile de convaincre dans votre démarche de vérité vis-à-vis de votre environnement proche pour l'appropriation locale et vis-à-vis de vos banquiers pour la réussite économique aussi du projet. Et du coup, ça va de pair avec l'engagement lors d'une adhésion à AMF. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'engage dans la charte, mais on s'engage aussi dans une échelle de valeur. Et ce n'est pas que, on ne réduit pas la méthanisation que à la transition énergétique, mais à tout un tas de transitions. Donc Vanessa, je te laisse présenter, voilà, en quoi est-ce que vous, les agriculteurs, pour vous, ça a du sens pour vous, à quel niveau? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on défend justement le développement et le portage de la méthanisation et même des méthanisations, parce qu'on parle souvent de la méthanisation, mais c'est bien les méthanisations qui sont chacune différentes et parce que justement, elles sont liées à l'ancrage sur leur territoire. Donc nous, on défend aujourd'hui un modèle proche du territoire parce qu'on est issu de ces territoires et parce qu'en fait, on ne va pas se cantonner à produire de l'énergie renouvelable. Effectivement, aujourd'hui, on a l'opportunité de s'inscrire dans les transitions énergétiques des territoires à travers justement ces projets de prolongement d'activités, de nos activités agricoles en valorisant nos déchets agricoles en énergie renouvelable qui est produite, consommée sur le même territoire. Et on ne se cantonne pas à produire justement cette énergie renouvelable. Au contraire, on interagit et ce type de projet, quand ils sont portés par des agriculteurs sur les territoires, apporte énormément d'externalités positives. Ce sont des termes que l'on utilise au sein de l'association de l'AMF et que l'on communique de plus en plus aussi auprès des élus pour qu'ils soient relais et ambassadeurs de ces externalités positives et que l'on démontre par des réalités très concrètes sur les territoires auprès des populations, des riverains, de nos voisins et des personnes qui ne connaissent pas franchement ou de façon technique ce qu'est la méthanisation. Donc oui, on intervient dans beaucoup plus de transitions que uniquement la transition énergétique des territoires. On intervient dans la transition agricole et je disais ce matin que l'unité de méthanisation, quand on en a une, quand on la porte, quand on la maîtrise, comme disait Hélène tout de suite, parce que c'est nous qui exploitons, ce n'est pas un bureau d'études demain qui va exploiter, ce n'est pas le bureau d'études qui va devoir démontrer aux habitants qu'on respecte la réglementation, qu'on les respecte, et ce n'est pas le bureau d'études qui va rembourser nos banques également avec les financements qu'on aura réussi à obtenir pour réaliser le projet. Donc, on s'inscrit au-delà, grâce à ces outils, dans une transition agricole notamment, avec le retour au sol du Digesta, avec le changement de nos pratiques. Certains vont même aller jusqu'à se convertir en agriculture biologique, d'autres
en réflexion sur des agricultures de conservation des sols. Nous, on le voit bien, au sein de notre unité de méthanisation, nous sommes un collectif de 12 éleveurs et on voit bien qu'il y a une dynamique qui s'engage avec ce type de projet et on arrive justement à conduire le changement, à accompagner le changement, à apporter de la résilience sur l'ensemble des exploitations partenaires et surtout à oser faire des tests, à oser faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on était resté tout seul, agriculteur dans son coin, ou si on avait fait son unité de méthanisation tout seul sur son exploitation sans forcément partager avec les acteurs. La transition économique, j'en ai parlé un petit peu, la résilience justement qui revient à ces exploitations agricoles avec la valorisation des matières organiques sur le territoire, la diversification des sources de revenus. Pour la première fois, on a un contrat sur 20 ans. Ça n'existe pas aujourd'hui en agriculture. On ne sait pas à 3 mois combien notre litre de lait va être vendu, combien nos céréales vont être vendues en fonction des aléas climatiques, des aléas des cours de marché. Là, on a un contrat sur 20 ans. Si on travaille bien, si on produit bien notre gaz vert, eh ben, on a une ressource financière sur 20 ans qui revient et qui sécurise justement les autres productions agricoles. La transition énergétique, on en a parlé, la transition climatique, elle va de soi. Aujourd'hui, nous sommes vraiment des acteurs incontournables dans le stockage du carbone et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment aussi par rapport à la production que l'on a sur nos propres exploitations. Et quand je travaille aujourd'hui avec des ingénieurs en agriculture sur les bilans carbone réalisés sur chacune des exploitations partenaires de mon unité de méthanisation et de l'effet qu'apporte cette unité de méthanisation sur ces 12 exploitations agricoles, je peux vous dire que c'est une grande satisfaction. Et la transition sociétale, donc j'en ai suffisamment parlé ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, il faut qu'on se pose à chaque fois, que l'on se pose à chaque fois la question dans chacune des décisions que l'on prend sur nos entreprises aujourd'hui, c'est quel service je rends à mon territoire. Et tout ça, ça vient bien en complément de la vocation première, qui est une vocation alimentaire des exploitations agricoles. Tout à fait. Et donc, la professionnalisation telle qu'elle est vue par AMF, c'est on représente des agriculteurs responsables, formés et ouverts qui tiennent les engagements de la charte AMF et ne cessent de progresser. Et donc, justement, une fois qu'on fait bien, c'est important de le faire savoir et c'est important aussi d'avoir les éléments de langage pour savoir expliquer son projet et sa pertinence pour le territoire. Voilà. On ne s'attarde pas sur ce point-là, mais voilà, ça semble clair de maîtriser le projet, mais aussi la manière de le présenter. Ensuite, troisième point, on vous présente justement les 10 points d'attention d'un projet, tels qu'on les voit. Ce n'est sûrement pas exhaustif. On les présente rapidement et puis on va faire un focus ensuite sur le deuxième point d'attention. Alors, le premier, c'est le facteur humain, qui est de très loin le plus important. C'est important d'être formé, je l'ai dit, mais d'avoir un groupe solide d'agriculteurs qui s'entend, qui a des objectifs communs ou complémentaires. Donc ça, c'est pour le portage du projet et le développement du projet. Ensuite, dans la phase d'exploitation, le facteur humain, il est très important. La réussite de votre projet, elle tiendra aux personnes qui vont être opérationnelles sur le site et aussi à leur formation, à leur curiosité dans la démarche d'amélioration continue. Donc, voilà, la réussite de votre site, ça tient vraiment beaucoup à l'humain. Ensuite, le deuxième point, c'est l'approvisionnement. Justement, on souhaite faire un focus, donc on y reviendra après en binôme avec Vanessa. Le troisième point, une fois qu'on a les matières qu'il faut pour mettre dans le méthaniseur, il faut aussi checker qu'il y a suffisamment de surface d'épandage pour valoriser au mieux cette matière qui est de l'or et qui est précieuse pour la fertilisation et la valorisation sur les terres agricoles pour la production alimentaire, justement. Quatrième point à voir quand on développe un projet, la possibilité de valorisation du biogaz. Donc, il y a plusieurs aspects, bien sûr, outre l'électricité et la chaleur, qui a encore lieu de se développer, même encore à ce jour, malgré l'effet de mode du biométhane. Donc, voilà, électricité et chaleur, ou la proximité d'un réseau de gaz pour l'injection de biométhane. C'est moins nécessaire qu'il y a quelques années d'être au ras de la canalisation du fait de la réduction des coûts de raccordement. Donc, c'est vraiment important que les sites soient au plus près de l'approvisionnement et du digestat prioritairement. Donc, sur la valorisation biogaz, il y a aussi d'autres valorisations en devenir et notamment sur tout le volet bio-GNV carburant où là, du coup, AMF s'investit aussi énormément sur tous les nouveaux usages, production et usage de ce bio-GNV. Donc, le choix du site, je viens d'en parler. Ensuite, l'importance de bien choisir le process,
le process et le constructeur et tous les autres lots, l'importance de choisir les gens qui vont construire l'unité. Ça fait écho avec la conférence précédente. Là, pour être dans l'optimisation, il faut bien connaître son process, bien savoir ce qu'on veut, quel process on veut par rapport à toutes nos typologies d'intrants, notamment comment on veut travailler, comment on veut surveiller au quotidien. Voilà, donc il faut être en phase avec son process et avec le vendeur, qui est un partenaire privilégié, bien sûr. Ensuite, l'appropriation locale, je ne m'étends pas, on vient d'en parler, mais évidemment, c'est un peu par provoque qu'on le met un petit peu avant la rentabilité. Pour que le projet voit le jour, évidemment qu'il faut qu'il soit rentable et qu'il rapporte, mais pour que le projet voit le jour, il faut aussi avoir fait toutes les démarches de concertation et de dialogue en amont et avoir inspiré un climat de confiance pour qu'il y ait l'appropriation locale du projet. Ensuite, les démarches administratives, ça peut occuper presque un an, hein, selon l'ampleur du projet, où voilà, il y a tout le volet juridique, création de société, mais contractualisation à tout niveau. Et c'est important de prendre ça évidemment au sérieux. Donc, ça fait écho avec un autre groupe de travail et un webinaire qui sera présenté en binôme avec le Club Biogaz en novembre, hein, sur toute la partie contrat. Ensuite, la sécurité sur le site, bien tenir compte, c'est l'agriculteur qui investit dans son site, il est responsable, hein, de toute la sécurité sur le site, donc il faut qu'il soit conscient de toute la responsabilité que ça engage et que du coup, il s'assure en conséquence sur tous les risques qu'il peut y avoir à tout niveau, aussi bien dans la phase chantier que exploitation. Ensuite, la partie réglementaire, l'obtention de permis de construire, de l'ICPE avec notamment le plan d'épandage, l'agrément sanitaire, enfin tout ce volet réglementaire qui est lourd, fastidieux, mais qui est très important pour que ensuite vous soyez serein dans le choix des matières dans l'acceptation ou non des matières qui vont arriver sur vos sites, par exemple, sur la conformité de vos sites. Le raccordement et les contrats d'achat à tout niveau. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir tous ces contrats et la garantie de la vente pour pouvoir être serein au moment de la facturation. Et ensuite, le financement. Alors, ça vient en dernier lieu, en 10e point d'attention. Ce n'est pas que c'est le moins important, c'est que le financement, la réussite du financement dépend de la maîtrise des 9 premiers points. Voilà. Si vous maîtrisez les 9 premiers points, il y a plus de chances de rassurer votre banquier sur la maîtrise des risques et donc sur votre capacité à mener à bien le projet, mais surtout à avoir du chiffre d'affaires qui rentre pour faire face aux annuités. Donc, on fait maintenant un focus sur l'approvisionnement. Alors, l'approvisionnement, c'est le point 2, autonomie en intrants. C'est un peu réducteur, il n'y a pas que ça, hein. Oui, bien sûr, c'est important d'être sécurisé, d'avoir des intrants sécurisés, et de ne pas être trop dépendant de l'extérieur, d'avoir un plan B, de constituer du stock suffisamment au démarrage. Voilà. Quand on a la cour pleine, on est plus en position de force face aux autres opportunités qui peuvent venir. Sur les autres opportunités qui peuvent venir, la préconisation de l'AMF, c'est attention au conflit d'usage, déjà avec les autres usages des matières qu'il y a sur les territoires. Attention aussi, si on n'a pas de stock et qu'on a besoin de matière et qu'on est prêt à accueillir n'importe quoi, la mission et la vocation de traitement de déchets que vous pouvez assumer en tant que méthaniseur, c'est vraiment une mission de service public. Et du coup, c'est soumis à redevance. Quand il y a beaucoup de méthaniseurs sur un même secteur, c'est important de se parler pour limiter la concurrence et pour que la plus-value, elle reste aux agriculteurs méthaniseurs et qu'elle ne parte pas à d'autres industriels du déchet qui pourraient prendre la plus-value qui doit vous revenir parce que vous assurez cette mission de traitement de déchets. Est-ce que d'où l'importance, de se parler, pas se considérer comme concurrent entre agriculteurs méthaniseurs sur un même territoire, mais se parler et trouver des leviers pour continuer à vous faire rémunérer de cette prestation de traitement de déchets. Est-ce que du coup, comment tu peux témoigner en complément de ce que je viens de dire, Vanessa, sur en quoi est-ce que chez vous, ça fait écho, cette sécurisation sur l'approvisionnement? Oui, tout à fait. Alors nous, au départ, avant même d'avoir cette vision globale sur éventuellement la quantité de déchets potentiellement présente sur un territoire, un prérequis qu'on avait avec notre bureau d'études, c'était de dire on monte un projet où les fondamentaux sont basés sur une autonomie d'intrants, c'est-à-dire que
on n'allait pas chercher des matières qui étaient soumises au marché et donc soumises à la volatilité des prix. On construisait un business plan avec nos matières et ça devait passer avec nos matières et on devait acheter le moins possible. Donc, on achète quelques issues de céréales, mais à 90%, notre ration est composée de fumier et de lisier. Et on complète avec quelques issues de céréales qu'on achète à nos coopératives agricoles avec qui on est partenaire et via un contrat sur 20 ans qui limite la volatilité aussi justement de ces matières. Donc l'importance, dimensionner le projet avec les matières que vous exactement, avez... parce qu'un business plan construit sur des redevances de matière peut ne plus rien avoir avec ce qui avait été écrit à un instant T par rapport justement à la volatilité, la concurrence, la compétitivité ou des phénomènes de volatilité qui font qu'on se retrouve à acheter des matières où on revend notre biogaz à perte. Donc, l'important, c'est voilà, de construire déjà dans un premier temps un projet autonome, rentable, avec ses propres matières, non soumis à la volatilité. Ensuite, il ne faut pas se leurrer. Il faut aussi qu'on se positionne en tant que, je le disais, acteur du territoire. Demain, les enjeux de traitement des déchets sur les territoires, eh bien, ils vont potentiellement passer par nous. Et c'est une réelle opportunité pour nous. Parce que si demain on veut traiter les déchets produits sur un territoire, sur ce même territoire, pour ne pas les envoyer en enfouissement, en incinération à 1000 ou 1500 km de là, il va falloir qu'on se positionne justement en acteur pour traiter ces volumes. Et nous ne sommes pas producteurs de ces déchets-là. Nous, on a la possibilité de les valoriser en énergie renouvelable, mais on a des coûts de traitement, on a des coûts de valorisation entre la réception, le traitement dans nos process et derrière l'épandage, la valorisation derrière du digestat à travers un épandage, un plan d'épandage rationalisé, optimisé pour les services de l'État, puisque dans notre cas, par exemple, nous réalisons le plan d'épandage pour le compte des 12 exploitants. Et je peux vous dire que pour les services de l'État, c'est très apprécié. Parce que là aussi, on apporte justement de la professionnalisation, on apporte une rationalisation et quelque chose de beaucoup plus emprunt à démontrer que l'on fait quelque chose de professionnel et qu'on améliore même ce qui pouvait être fait à l'échelle de petites exploitations ici. Donc oui, c'est important demain pour répondre à ces enjeux de traitement de déchets sur les territoires, il va falloir un maillage des unités de méthanisation agricole sur les territoires. Donc, il va falloir qu'elles sortent, ces unités de méthanisation, il va falloir qu'elles soient présentes. Mais il ne va pas falloir qu'on se mette en position de concurrence, de compétition, il va falloir qu'on marche main dans la main, en une intelligence pour être encore plus fort et justement pour ne pas transformer ces redevances de traitement des déchets en coûts d'achat de matière pour ceux qui n'auraient pas appréhendé leur projet au départ et qui se retrouveraient dépourvus de matière pour produire le biogaz nécessaire à l'injection ou à la valorisation en électricité. Donc, avoir un business plan réaliste tout d'abord pour le porteur de projet pour que voilà, ce poste de charge il soit au plus près de la réalité sur toute la durée de son business plan, mais aussi voilà, pour réaliste aussi pour l'ensemble de la filière à l'échelle d'un territoire. Et comme tu parlais de plan B tout à l'heure, Hélène, un peu comme le fonctionnement qu'on peut avoir sur nos élevages, on aime bien voir nos silos pleins, on aime bien avoir une année en réserve dans le frigo. On n'est pas à l'abri d'un aléa de production à un moment donné, un état sanitaire de nos élevages qui nous empêcherait de mettre les fumiers dans la méthanisation, une problématique de production de couverts végétaux entre deux cultures dédiées. Donc, il est important aussi de raisonner plan B. On dit souvent qu'en méthanisation, il faut des plans B et à la fois sur les intrants, mais aussi sur le fonctionnement de l'unité pour pas qu'elle s'arrête. Et puis du stockage pour justement saisir ces opportunités demain de traitement de déchets locaux, sans forcément avoir à assumer la responsabilité de ce déchet à terme. Mais voilà, oui, aujourd'hui, c'est vraiment un axe et c'est important qu'il soit en numéro 2. Les banques, de toute façon, aujourd'hui, regardent vraiment de façon très, très précise l'autonomie et la garantie des matières rentrant dans la méthanisation pour assurer justement cette production du gaz vert, pour assurer le remboursement des emprunts. Et d'autre part, c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui fait partie
du volet contrôle de l'État, avec la sécurisation justement de l'approvisionnement des unités de l'État qui doivent être validées en préfecture dans le cadre de l'ICPE. Donc, on incite tout porteur de projet à se pencher de près à ces 10 points d'attention. Je pense que le message est bien passé. Merci Hélène et Vanessa. Vanessa, on vous retrouvera juste à la fin de cette conférence en complément. Effectivement, le message est clair, le message est passé. Je pense que l'audition, les auditeurs de cet après-midi sont nombreux, mais peut-être que les porteurs de projets qui sont aussi très sollicités par le travaux au champ ne sont pas tous là. Et donc, n'hésitez pas à relayer ces messages qui nous paraissent essentiels, encore une fois, pour la filière. Donc, ça veut dire aussi que tout ça, ça peut s'acquérir par des formations. Et donc, Alice Lostis du CTBM va répondre à la question de l'offre de formation existante en France aujourd'hui sur le sujet de la méthanisation. C'est à toi, Alice. Merci. Merci Armelle. Donc, je suis Alice Lostis, je dirige le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation qui fait partie du club biogaz de la T2E. Et à ce titre, je copilote le groupe de travail formation qui fait partie de l'axe méthanisation du comité stratégique de filière, le CSF, qui a déjà été présenté dans d'autres interventions aujourd'hui. Je vais vous parler de l'état des formations, une présentation rapide du CTBM pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous rassemblons les laboratoires de recherche qui participent à la production de connaissances dans la filière méthanisation. Donc, une bonne partie d'entre eux font partie de l'INRAE, d'autres sont rattachés à d'autres instituts universitaires ou purement académiques, et ils sont situés sur l'ensemble du territoire. Une partie d'entre eux sont impliqués dans les activités de formation, notamment de formation continue, et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de commencer à travailler sur ce groupe de travail formation qui dure maintenant depuis 1 an et demi. L'offre actuelle de formation, elle est assez diverse. Ça fait plusieurs années que le club biogaz recense l'activité de formation sur un document Excel qui est disponible sur notre site internet qui est malheureusement actuellement hors ligne du fait de problèmes techniques chez notre hébergeur il y a quelques jours. Il sera remis en ligne la semaine prochaine et vous pourrez retrouver l'ensemble des présentations. Je vais faire aujourd'hui une présentation synthétique et vous retrouverez dans les supports de présentation un descriptif à la fin en annexe des différentes formations longue durée, donc que je vais rapidement évoquer pour l'instant. Ce que vous voyez là, c'est une analyse qu'on a faite de l'offre actuelle, où on peut voir qu'il y a des formations qui sont employées par des gens qui viennent travailler dans la filière. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est des formations assez généralistes, finalement, de différents niveaux. Des formations de techniciens en BTS maintenance ou de DUT génie chimique bioprocédés. Donc, des gens qui ont une formation de Bac+2, mais qui ne connaissent pas particulièrement la méthanisation. Mais c'est là-bas qu'on va trouver du personnel qui peut être compétent pour travailler à différents endroits dans la filière, que ce soit en exploitation ou en conception ou en réalisation d'unités de méthanisation dans les bureaux d'études, chez les équipementiers, chez les constructeurs, ou aussi, pareil, toujours des formations d'ingénieurs, donc là, niveau de Bac+5, où on va aller recruter des gens qui sont compétents en biologie, en procédés, et c'est l'employeur, finalement, qui va devoir les former quand ils arrivent dans l'entreprise pour qu'ils apprennent un peu ce que ça veut dire la méthanisation, à quoi ça correspond. Certains d'entre eux peuvent être sensibilisés au fil de leur formation parce qu'ils ont fait une visite de site, parce qu'il y a un intervenant qui est venu parler de la filière méthanisation, parce que c'est son entreprise ou parce qu'ils ont fait un stage, un projet, quelque chose qui va les rattacher à ça. Mais il n'y a pas aujourd'hui de formation d'ampleur, on va dire, qui correspondent aux différentes problématiques de la filière méthanisation. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu des nouvelles formations qui ont été créées et qui sont longues, qui durent environ 1 an. C'est les formations qu'on voit en haut à droite sur le schéma. La formation technicien de maintenance biogaz, qui est uniquement dispensée à l'Institut des ressources industrielles à Lyon. Donc, c'est une formation qui est en alternance sur 16 mois et qui vise à former des gens qui sont des techniciens de maintenance, c'est l'essentiel de la formation, et qui ont une spécialisation, donc 1/3 de la durée des cours sur le biogaz. Ils sont tous en alternance dans des entreprises du secteur du biogaz, donc que ce soit des équipementiers ou des constructeurs, ce qui leur permet de mettre en pratique rapidement les connaissances qu'ils acquièrent en cours pour arriver à progresser plus rapidement et être parfaitement opérationnels quand ils reçoivent leur diplôme. L'autre formation qui est là avec son sigle un peu cabalistique qui n'a pas été développé, c'est le certificat de spécialisation responsable d'unité de méthanisation agricole.
Cette formation-là, elle a été développée par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de l'enseignement agricole, avec le soutien de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et à partir de la formation plus ancienne qui s'appelle le diplôme universitaire méthanisation, qui est toujours enseigné uniquement à l'EPL Agro de la Meuse à Bar-le-Duc et qui, depuis 2017, en fait, accueille des publics variés pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour l'exploitation des unités de méthanisation. Ce certificat de spécialisation, c'est toujours un diplôme en 1 an, toujours en alternance avec des stages dans des exploitations agricoles qui ont une unité de méthanisation. Je crois que Vanessa a comme ça 1 ou 2 stagiaires qui participent au CS RUMA dans un établissement de la région. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens qui sont dans le monde agricole, qui ont une capacité agricole, donc niveau bac de l'enseignement agricole, de se spécialiser pour acquérir le nouveau métier dont parlait Hélène au début de sa présentation, parce que c'est vraiment un atelier supplémentaire pour lequel il y a plein de compétences spécifiques à acquérir. Et donc, on peut faire de la sensibilisation sur les différents sujets, mais il y a vraiment besoin d'acquérir des connaissances spécifiques, que ce soit sur la maintenance, sur le suivi biologique, sur la compréhension globale des principaux intrants qui peuvent entrer dans une unité de méthanisation, et aussi sur vraiment ce que ça veut dire de gérer une exploitation industrielle. Il y a des conséquences administratives, il y a des obligations liées à l'ICPE, et il y a aussi un ensemble de savoir-être et de compétences qui sont associées à ça, notamment sur tout ce qui est registre de sécurité. La sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les procédures, ça veut dire faire attention quand on voit que quelque chose ne correspond pas à ce qui est normalement fonctionnel sur l'unité. Ça veut dire se protéger correctement, donc faire attention à ce qu'on fait, porter les bons équipements de protection. Et tout ça, et faire attention aussi quand il y a des visiteurs, à toujours respecter les procédures, bien mettre en sécurité les équipements, bien fermer tout ce qui est porte, sécurité, verrou, etc. Surveiller les différents capteurs. Tout ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain quand on reçoit les clés de son unité de méthanisation. Il y a des formations nécessaires de la part de l'équipementier ou du constructeur. Il doit aider le client à prendre en main son outil, mais il y a aussi besoin de se former de façon plus professionnelle, de façon continue aussi quand on a un nouvel équipement qui arrive, ou simplement parce qu'il y a des incidents qui peuvent arriver sur une unité et qu'on ne sait pas comment réagir si on a seulement vu une fois 20 minutes il y a 5 ans ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il faut répéter les actions à tenir, il faut se rafraîchir la mémoire sur les sujets de sécurité et les incidents possibles sur les unités d'exploitation. Donc, cette offre de formation, elle est assez limitée, effectivement, en termes de formation très longue, mais il y a aussi pas mal de formations courtes qui sont dispensées notamment par les chambres d'agriculture, par différents organismes de formation. Donc, certains font partie du CTBM, d'autres n'y sont pas, et vous trouvez toutes ces informations-là sur notre site internet quand il sera à nouveau en ligne. Pourquoi est-ce qu'on a des problématiques spécifiques liées à la formation? C'est aussi notamment sur le recrutement. C'est pour ça qu'on a ouvert ce GT Formation. C'est parce qu'on a des effectifs qui grossissent. On a plusieurs centaines de personnes à recruter par an, parfois plusieurs milliers quand vraiment ça se développe bien. Et comme on vient de plusieurs horizons, de l'horizon des déchets, de l'agriculture ou de l'environnement, c'est compliqué de réussir à mettre en musique finalement toutes ces connaissances. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore de formation qui rassemble vraiment toutes les connaissances. Et puis, on vous dit, voilà, venez, vous allez tout savoir sur la méthanisation en 1 semaine, c'est garanti. Mais on essaye de créer des petites briques pour que chacun puisse compléter ses connaissances et devenir compétent, au moins pour travailler et être un professionnel qui soit efficace sur son champ d'application pour notre filière. Les conditions de recrutement sont compliquées aussi parce que c'est un travail qui est relativement ingrat, que ce soit sur la maintenance ou sur l'exploitation, c'est des lieux qui peuvent être un peu isolés, pour lesquels il n'y a pas forcément une activité énorme, donc les opportunités pour les personnes qui viennent dans la filière ne vont pas forcément être très diverses dans une zone géographique donnée. Côté exploitation, on va travailler toujours sur la même unité. On n'aura pas de perspective d'évolution en interne, à part peut-être devenir responsable de cette unité-là. Et côté maintenance, ce sera toujours un travail itinérant, ce qui en fait rêver certains et ce qui peut en lasser ou en décourager d'autres. Enfin, la dernière problématique, c'est que dans la révision de l'ICPE 2781 qui est actuellement en consultation, les personnels engagés dans l'exploitation devront tous être formés par des organismes reconnus avec une attestation de formation.
ce qui aujourd'hui n'est pas encore complètement le cas. Donc, on espère qu'on aura un petit temps d'adaptation pour mettre tout le monde dans les clous et avoir le temps de suivre les bonnes formations pour assurer que, comme on disait, l'exploitation soit assurée en toute sécurité pour les différents intervenants des unités. Donc là, évidemment, ça concerne uniquement l'exploitation le personnel d'exploitation, mais c'est aussi important pour les entreprises qui font la conception et la réalisation d'arriver à faire monter en compétence leur personnel pour réussir à faire rendre des services de qualité aux clients, ce qui rentre plutôt dans la démarche Calimeta que va vous présenter Marc Schlinger par la suite. Pour répondre aux différentes problématiques, je vous ai présenté les formations qui sont existantes. On travaille à répondre à ces enjeux de visibilité, notamment des formations et de qualité, et puis aussi à étoffer l'offre, puisque comme je vous dis, on n'a pas encore toutes les formations pour répondre à toutes les questions qui existent. Et donc, notre groupe de travail sur les formations travaille depuis 1 an et demi. On a notamment participé à un guide emploi méthanisation réalisé par Green Innovation et Biogaz Vallée. On a publié des fiches métiers qui décrivent les 5 métiers les plus demandés sur les offres d'emploi rassemblées par le Club Biogaz et Biogaz Vallée pour permettre aux gens de mieux comprendre quelles sont les attentes finalement sur les différents postes liés à la filière méthanisation et aussi pour faciliter la production d'offres d'emploi qui soient attrayantes pour les personnes qui ne connaissent pas encore la méthanisation, pour qu'elles puissent se dire « Ah oui, ça me correspond, il y a des challenges professionnels intéressants et j'ai envie d'aller dans cette filière-là qui en plus est bonne pour la planète avec toutes les externalités qu'on disait, la contribution aux différentes transitions écologiques, énergétiques, agricoles, etc. » Donc, sachant que toute cette activité de formation, elle est importante pour la formation initiale des gens qui arrivent dans la filière, mais elle est aussi importante pour ceux qui y travaillent, parce qu'on est dans une filière qui évolue, parce qu'il y a des connaissances qui sont produites chaque année par les scientifiques, parce qu'il y a des nouvelles réglementations, et donc il est important que chacun puisse se tenir à jour en accédant aux formations qui permettent cette montée en compétences et ce maintien en compétences pour toutes les personnes impliquées dans la filière. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alice. Je voulais peut-être te poser une question complémentaire. Tu as beaucoup insisté sur le fait que la formation, c'est un point de départ et on suit une formation, puis après, il y a un peu peut-être l'entraînement, etc. Est-ce que tu pourrais juste nous dire, parce que je sais que le Club UGAZ travaille sur des pistes, qu'est-ce qui pourrait être imaginé demain pour aller plus loin sur ce sujet avant de laisser la parole à Marc sur Calimeta? Alors déjà, on essaye d'encourager tous les membres qui le peuvent à développer des nouvelles formations pour répondre aux différentes attentes réglementaires et personnelles. Et on commence à travailler à l'idée de développer un simulateur qui permettrait en fait aux étudiants du certificat de spécialisation, à des personnes qui viendraient suivre une formation d'entraînement, de répétition, de se promener sur un site d'organisation pour voir quels sont les équipements qui peuvent poser problème en termes de sécurité et voir si on est sur une situation qui est conforme à la sécurité ou pas. Pour voir un peu aussi, permettre de viser sur les situations graves qui n'arrivent rarement sur une unité de méthanisation, pouvoir voir un peu, les reconnaître, pour savoir ensuite quels sont les gestes à appliquer. Très bien, merci Alice. Donc sans doute rendez-vous rendez-vous à venir et en particulier d'autres salons bien connus dans la filière qui permettront d'aller plus loin sur cette thématique. Merci. Marc, je te laisse la parole pour savoir où on en est aujourd'hui du déploiement du label Calimeta et quels sont les points qui vont être renforcés aussi sur ce label. Oui, bonjour. Est-ce que mon écran partagé est vu par tout le monde? Très bien, c'est parfait. Ok. Bon, écoutez, je suis Marc Schlinger, ou Schlinger, comme vous voulez, délégué général du Club Biogaz depuis 2015. Et je remplace, en fait, pour cette intervention, Marion Mélix, qui est notre ingénieur responsable du déploiement du label Calimeta et qui, aujourd'hui, est en audit. Donc, voilà. Donc, concrètement, elle est en audit aujourd'hui. Régulièrement, on a des invitations aux audits. On a prévu avec nos prestataires, partenaires, auditeurs, d'avoir entre 2 à 3 audits sur lesquels, si l'entreprise auditée elle accepte, l'un de nous vient assister aux audits. Alors, c'était un peu compliqué avec évidemment tout ce qui s'est passé avec la Covid, hein.
Et on a eu toute une période d'audit à distance. Donc là, maintenant, on est revenu sur des audits physiques. Bien. Calimeta, donc, c'est une démarche qui est construite avec l'ADEME. Pour être très, très clair, elle est construite avec l'ADEME, c'est-à-dire que ça revient d'un diagnostic partagé dans les années 2000, on va dire 2015, avec un certain nombre de problématiques de construction. Et donc, on a décidé à l'époque, on va remonter dans les années 2017, au lancement de ce label. Il nous a fallu presque 2 ans pour écrire le contenu du label dont je vais vous parler. Et puis, depuis le 1er janvier de l'année 2020, eh bien, 1er janvier de l'année 2020, le label Calimeta est rendu obligatoire pour les constructeurs, bureaux d'études qui interviennent pour un porteur de projet, et afin que le porteur de projet puisse bénéficier des aides de l'ADEME et aussi des aides régionales dans la plupart des régions administratives, je dirais voilà, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce label, il est, c'est clairement, c'est une démarche de progrès pour les entreprises. C'est aussi une démarche structurante pour les entreprises. Et les gens, globalement, auront un peu plus confiance dans les gens qui ont un label Calimeta qu'en des gens qui n'ont pas ce label. Nos partenaires, en fait, aussi GRDF et GRT Gaz, nous ont aidés au financement des travaux. Il faut clair qu'il y a des gros travaux d'études pour faire un label. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente sur un coin de table. Ça nécessite beaucoup de contacts avec les entreprises et surtout tout un système on va dire de committing, c'est-à-dire de comité, pour, je dirais, arriver à des consensus, puisqu'en fait, on fonctionne sur le principe du consensus. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur la version 1 du label Calimeta. On prépare la version 2 pour le courant 2022. Alors, au début, on avait dit janvier 2022. Moi, je ne suis pas très sûr que ce soit en janvier 2022. Je dirais que dans le courant de l'année 2022, les entreprises qui n'auront pas eu le label à ce moment-là auront une nouvelle grille, bien sûr, avec beaucoup d'avance, à peu près une année d'avance. Systématiquement, les grilles sont publiées très en avance. Voilà. Qu'apporte le label Calimeta? C'est un peu ce que j'ai commencé à vous dire, hein. Bon, voilà, professionnaliser, rassurer les assurances, rassurer les banques, rassurer les porteurs de projets, enfin voilà, rassurer beaucoup de gens. Et puis en pratique, c'est 82 critères, hein, faut dire que les choses soient très, très claires. C'est-à-dire, ce sont des critères techniques, financiers. Dans le technique, il y a de l'électricité, il y a du biologique, il y a aussi de l'agronomie, voilà, de l'analyse des risques, enfin voilà, de la taxe, etc. Dans le financier, il faut que les gens soient capables de faire des business plans. Quand on est en un AMO, un AMO doit être capable, on vérifie que l'AMO peut établir un business plan pour son client, voilà, qu'il ait ces capacités comme ça. On vérifie aussi que quand on est maître d'œuvre, eh bien, effectivement, qu'on a bien connaissance et que dans les affaires que l'on audite, que tout ce qui est assurance a été bien mis en œuvre par le porteur de projet, puisqu'en fait, le maître d'œuvre a une responsabilité en matière de choix et des assurances. Évidemment, on parlera toujours des décennales pour les ouvrages circulaires, on parlera toujours aussi de l'aspect béton des ouvrages circulaires, on parlera des fascicules 71, un certain nombre de choses, ou du code européen. Donc, on vérifie que les gens ont des pratiques techniques, et des pratiques techniques qui sont, je dirais, structurées, c'est-à-dire qu'elles soient dans des outils, c'est-à-dire des outils notamment des outils documentaires. Voilà, donc, et on audite un certain nombre de projets à chaque fois. Donc c'est une affaire qui dure 2 journées quand même, 2 journées sans compter les phases préparatoires où, les auditeurs, requièrent un certain nombre de documents. Voilà, le genre de documents qui sont audités, c'est les dossiers des ouvrages exécutés, par exemple, pour les constructeurs, enfin voilà. Donc un certain nombre de documents qui sont requis par les auditeurs, qui eux sont en totale indépendance par rapport au club biogaz. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas accès aux documents qui sont audités par les auditeurs, bien sûr. Et donc, sauf quand quand on nous invite à un audit, on n'a pas accès à ce que l'auditeur a vu. On a accès aux rapports d'audit qui peuvent aller, je dirais, jusqu'à
jusqu'à une vingtaine de pages. Voilà, ça dépend de la façon dont les gens fonctionnent. Et il y a enfin, voilà, on a des auditeurs qui sont issus je dirais, de l'industrie chimique qui mettront des rapports de 20 pages. On a des auditeurs qui font des rapports d'une dizaine de pages, avec évidemment tout ce qui est écart majeur, écart mineur, piste de progrès. Alors, quand c'est écart majeur, évidemment, dans ce cas-là, les gens ont quelques mois pour se remettre en ligne par rapport à l'écart qui a été détecté par l'auditeur. Et quand c'est des écarts mineurs, alors ces écarts mineurs doivent être revus dans les 18 mois, puisqu'en fait, au bout de 18 mois, il y a un repassage, entre guillemets, si c'est le bon mot, de l'auditeur sur une demi-journée, ou à distance ou en physique, en fait, pour vérifier que les écarts mineurs ont été résorbés. Voilà. Et puis les pistes de progrès, c'est toujours bien parce que ça donne un petit peu de dynamique aussi, la façon dont les gens fonctionnent et un certain partage. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est Calimeta est en open source, entre guillemets. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu l'incendie de Strasbourg, dont on a été parmi les entreprises qui ont subi un préjudice, vous pourriez aujourd'hui tout télécharger sur Calimeta, l'intégralité des 82 critères, la description de chacun des critères, l'application des critères, soit aux AMO, soit au MOE, soit aux constructeurs, soit à ceux qui font de l'épuration. Oui, voilà. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est disponible. Voilà. La labellisation, elle est obligatoire, mais bien sûr, évidemment, s'il y avait quelque chose d'autre sur le marché ou quelque chose de comparable, c'est toujours possible. Vous l'avez vu dans les appels à projets, c'est requis dans les appels à projets, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Point particulier, donc, l'AMO, l'assistant maîtrise d'ouvrage, hein, donc, il intervient sur différents aspects, selon les choix du porteur de projet, hein, il faut être très, très clair. D'une façon structurante, il intervient sur tout ce qui est études de préfaisabilité. Donc, en fait, on a un certain nombre de choses sur l'aspect contractuel, analyse biologique, études de faisabilité, mise en place du dispositif de concertation, enfin tout ce qui est en amont, je dirais, du projet, mais qu'il faut absolument avoir fait avant de démarrer le projet. Après, la l'AMO va aller sur des aspects, il peut aller en soutien de son client sur la partie construction. Sachant que sur la partie construction, on retrouve le maître d'œuvre, je dirais, général, c'est-à-dire tout ce qui est construction, génie civil. Et puis, on a aussi le maître d'œuvre process, qui parfois est le même, ça dépend des entreprises. Et puis, on arrive après sur les titulaires de l'eau, important. Et puis, sur le contractant général, qui est aussi le système aussi très classique, où les porteurs de projets s'adressent à un constructeur, on va dire, qui est un contractant général, qui lui va proposer l'intégralité de l'installation, clé en main, on va dire, clé en main, voilà. Pour l'exploitation, nous, on n'est pas dans l'exploitation dans le cadre de Calimeta, évidemment. Par contre, on indique, en fait, et ça sera probablement dans les nouvelles versions, que sur l'exploitation, sur la maintenance, les gens qu'on labellisera seront en capacité d'offrir une assistance technique. Voilà. Qui seront en capacité de rester en appui sur du porteur de projet qui là n'est plus un porteur de projet, mais pour faire des bilans, pour faire des prélèvements, pour les analyser. Voilà, les prélèvements qui sont faits tous les jours ou presque, qui sont envoyés dans les labos partenaires de celui qui a construit l'installation, afin de tenir la biologie, afin éventuellement de tenir aussi un certain nombre de démarches, puisque en fait, on est rentré dans un système qui est un système dans les installations classées pour la protection de l'environnement. En fait, on a au démarrage et ensuite tous les 4 ans, des audits de contrôle. Donc, il faut préparer les audits de contrôle. Il faut souvent faire des remises à niveau technique, comme c'est le cas maintenant avec ce qui va arriver à partir de juillet 2021. Donc, pour les remises à niveau technique, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est que les gens soient en capacité de rester présents. Après, chacun choisit ce qu'il veut, et s'ils veulent se séparer et continuer différemment, voilà, ils font comme ils le souhaitent, mais on requérera dans le futur ce genre de capacité. On fonctionne comme cela, donc un comité d'amélioration continue, où il y a, je dirais, un certain nombre je ne vais pas dire de cadres de la filière, mais en tout cas des gens qui sont
des prescripteurs forts. Voilà, des prescripteurs forts. On a notamment au niveau Excuse-moi bancaire. Marc, Oui, je t'interromps, mais ton image, saute beaucoup là. Peut-être, je suis désolée, peut-être la couper pendant que tu laquelle? présentes et puis, Mon fusil? rallumer juste après. D'accord. Je pense que ça saute pas mal. C'est bon Merci. là? Voilà. On a un comité d'amélioration continue avec des gens, voilà, de la filière reconnus, compétents, et cetera, qui lui intervient à pas de 3 mois ou 6 mois, ça dépend des cas. Là, on est actuellement, comme on est dans une phase de développement de Calimeta 2, il se réunit plus souvent, mais normalement, il devrait se réunir tous les 6 mois. On a nos 3 organismes d'auditabilité. On en a 3, on n'en a pas 4. On ne prend pas de candidature supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on a un panel de 100, on va dire 100 entreprises, 150 entreprises potentiellement certifiables. Donc, ce n'est pas la peine ce n'est pas des milliers, hein, je dirais, au niveau de la construction de la méta. Et puis, on a un comité de labellisation qui, lui, a des dates précises de rendez-vous. Donc, en gros, c'est actuellement, on va dire, tous les 2 mois, on va dire, ouais, 2 mois, entre 2 mois et 3 mois. Et à chaque fois, il y a une demi-douzaine de candidats qui sont labellisés. Évidemment, quand les candidats arrivent au comité de labellisation, c'est quasiment 100% de succès, hein, puisque le travail a été fait, quoi. Voilà, le travail a été fait. On a eu un cas la dernière fois où en fait, on lui a demandé un certain nombre de modifications et puis dans le mois qui a suivi, puisque dans le mois, c'est à peu près le délai qu'il a, il a amélioré son système de gestion documentaire. Donc voilà, donc les gens peuvent s'adresser à l'AFNOR, à Veritas, CSGS. Tout ça, c'est sur le site internet du Club Biogaz, dans les pages Calimeta. Le jour où ça renaîtra de ses cendres, c'est-à-dire, comme l'a dit Alice, en début de semaine prochaine au plus tard. Je vous ai parlé des critères, donc voilà, 81 critères. Tous les critères ne s'appliquent pas à tous les métiers, heureusement, parce que sinon, ça ne serait pas normal, il y aurait une problématique forte. On a 42 critères pour les AMO. Les MOE, on en a environ 59. Tout ce qui est process méta, c'est une soixantaine de critères qui s'appliquent à eux. Et puis le contracteur général, ben, c'est 70, en gros, c'est 70 critères qui s'appliquent à lui et qu'il doit remplir pour bénéficier du label. Où sont référencés les labellisés? Question à 100 sous. Là, je reviens aussi sur notre site incendié. Donc, ils sont sur le site internet du Club de Glace. Donc, là, vous ne les trouverez pas. Mais ils sont là sur l'écran. Donc, voilà, c'était le 1er mars de cette année. Depuis, ça a quand même pas mal évolué, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, c'est la première liste des gens labellisés. Il y a une demi-douzaine et on est en situation actuellement d'avoir un candidat de labellisé par semaine depuis mars. C'est-à-dire, le 1er mars, c'était avant le dernier comité et aujourd'hui, voilà, on est sur un labellisé par semaine qui nous arrive. Voilà. Et puis, comme on a eu la Covid-19 avec l'ADEME, on a décidé d'émettre des certificats d'engagement dans la démarche Calimeta, vu qu'on n'arrivait pas à faire les audits. Et on a environ 70 entreprises qui ont ce certificat. Les certificats, ils tomberont à la fin de l'année. Normalement, hein, je pense que la Covid, ça sera terminé à la fin de l'année. Et puis, vous voyez, par exemple, AES Dana, il était dans la lot des gens qui avaient les certificats. Et là, il a basculé, en fait. Il a basculé dans le lot des gens qui sont labellisés la dernière fois. Voilà. Et puis, vous avez... Alors, c'est un extrait. Ça s'arrête à C. Hein, donc, vous voyez, donc ça va de A à C. Et puis après, vous continuez sur les entreprises. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est toute une liste qui est sur le site internet du Club Biogaz. Voilà. Et puis voilà, donc ils ont une attestation d'engagement dans la démarche qui est signée de 2 mois d'ailleurs, enfin, voilà, qui est paraphée par mois. Et le principe, c'est d'essayer de résorber ce stock de plusieurs dizaines d'entreprises avant la fin de l'année pour que d'une part, ben, on n'ait plus d'attestation d'engagement et d'autre part, que les gens aient le label Calimeta 1 avant qu'on se mette à travailler sur le label Calimeta 2 pour ceux qui seraient arrivés plus tard. Voilà, 100 entreprises ont pris contact, donc en gros 80 qui sont en cours de labellisation. Comme vous pouvez voir, il y a de tout. Il y a notamment des gens dynamiques, des Belges, des Allemands, des Italiens. Et d'ailleurs, dans les labellisés, on a
On a un ou deux Allemands déjà. Je sais qu'il y en a au moins un, je n'ai plus la chose en tête. Et sur les Belges, je crois qu'il y en a un, un qui est labellisé. Je pense à une entreprise, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit labellisée ou que ça soit fini ou que ça soit en cours. Voilà. Mais ça s'adresse aussi aux entreprises de langue étrangère, sachant que tous les documents doivent être absolument en français, hein. Mais par contre, les auditeurs, on a des auditeurs qui parlent plusieurs langues, qui peuvent se déplacer autant que c'est possible aujourd'hui avec le système actuel, mais qui peuvent se déplacer auprès d'entreprises où la langue naturelle n'est pas le français. Le renforcement du label pour 2022, donc je dirais là, c'est très loin, hein, le renforcement du label pour 2022. On est en train de relire les fiches depuis une semaine. Il y a tout un processus qui est mis en œuvre. On a eu un comité d'amélioration, on a eu plusieurs comités d'amélioration. Le gros enjeu pour nous, c'est de pas arriver de passer de 80 à 120 critères, hein, c'est pas l'objectif. Si on pouvait ne pas avoir trop d'augmentation du nombre de critères, c'est exactement ce que je souhaite. C'est pour cette raison que je dis à Marion Mélix, je veux de la simplification et je ne veux pas forcément des choses plus complexes. Ce qui est très difficile, hein, puisque générer une fiche dans un label, ça répond toujours à un besoin, mais supprimer une fiche dans un label, c'est toujours très difficile. Voilà. On est sur éventuellement des extensions à d'autres activités. Je vous en ai un petit peu parlé. C'est pas sûr qu'on le fasse sur Calimeta 2 pour 2022, sur tout ce qui est donc assistance à la maintenance, conduite des installations, enfin toujours pareil, assistance à la conduite des installations des porteurs de projets. Et voilà, donc on aura peut-être une extension, c'est à voir. Mais on reste sur le domaine de Calimeta, c'est-à-dire les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'œuvre, les AMO. On reste sur tout ce qui est avant l'exploitation, mais on va peut-être essayer de demander à ces gens-là d'avoir des compétences qui puissent appuyer les exploitants. Et enfin, pour toute question sur le label Calimeta, l'adresse du label Calimeta, le numéro de téléphone de Marion Mélix. Et puis voilà, et puis rendez-vous quand notre Phénix sera ressorti de ses cendres sur le site internet du Club de Gaz. Voilà, j'ai terminé. Très bien, merci Marc, merci bien. Il y avait une question complémentaire, enfin, en tous les cas très en lien avec ce que tu viens de dire, de la question du coût de cette labellisation. Est-ce que tu veux en dire deux mots ou alors, enfin, je suppose également que Audrey Rousseau-Lapti, qui vient juste après toi, pourra y répondre. Donc Oui, elle pourra y répondre. Voilà, elle pourra y ok. répondre. Il faut demander un devis et après, voilà, les audits. Enfin, c'est un petit peu du relationnel ou du local, enfin un certain nombre de formes de localisme qui jouent aussi parfois. Bon. Je ne vous en dis pas plus. Tous les auditeurs ont à peu près le même prix parce que en fait, c'est géré par une norme française, enfin une norme française qui est européenne, ISO d'ailleurs, qui vise à éviter de la compétition sur les audits, quels qu'ils soient, dans le prolongement de tout ce qu'on a vu avec les cabinets d'audit, je dirais entre guillemets, italiens, qui cassaient les prix sur tout ce qui est maritime et ce qui a mené à des catastrophes. Donc en gros, les prix sont à peu près les mêmes. À vous de voir sur les devis. Très bien. Si tu veux bien arrêter ta présentation, s'il te plaît, pour pouvoir laisser la main à Audrey. Audrey, je vous invite à allumer la caméra et le micro pour témoigner et pour répondre à la question de qu'est-ce que vous avez dû faire, vous, l'entreprise S3D spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que vous avez dû faire et dû améliorer dans vos procédures, pour être labellisé, puisqu'aujourd'hui, vous faites partie des entreprises labellisées. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je pense que le partage est bon. Par contre, je n'arrive pas à mettre en plein écran. Alors, en bas à droite, le plus efficace, le petit, tout en bas à droite, le petit logo, enfin le petit icône plein écran, ça marche bien. Bon, c'est pas grave, je démarre. C'est pas grave, il n'y a que 3 diapos de toute manière. Oui, donc je suis Audrey Rousseau, responsable du pôle méthanisation chez S3D. S3D Ingénierie, on est labellisé, on était dans les premières entreprises labellisées donc début 2020 sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage.
Et on travaille avec SCE, qui est en cours de labellisation sur la partie maîtrise d'œuvre. Voilà, donc on m'a sollicité pour témoigner sur notre retour d'expérience un petit peu sur ce que ça a pu modifier chez nous, cette labellisation Calimeta. Donc, tout d'abord, lors de l'audit qui a eu lieu l'année dernière, les résultats étaient assez positifs. Et donc, au niveau de la qualité technique des process, des outils métiers S3D, il n'y avait pas de souci. Sur la partie management de projet, S3D non plus. Nos outils de consultation ont été jugés conformes. Et puis, il y a eu quelques points de progrès qui ont été mentionnés sur notamment des renforcements de process, d'outils, comme par exemple des outils de revue des offres, de nos outils de consultation, etc. Et puis, beaucoup des points sur plutôt la formalisation en fait, du système qualité. Est-ce que vous pouvez essayer de cliquer sur au moins la diapo 2, même si elle n'est pas en plein écran? En fait, c'est PowerPoint qui ne marche pas. D'accord. Donc, il y a un conflit, je pense, avec Zoom. Donc, je suis désolée. Il faudrait sinon que vous le partagiez depuis chez vous. Oui, je vais essayer de... Il faut que je le retrouve. Sinon, Audrey, essayez de cliquer 2 fois sur la petite icône diaporama. Non, ça ne veut pas. Alors, si vous voulez bien arrêter le partage, je vais essayer de le partager depuis mon écran à moi. Et oui. Voilà. Oh là, ça ne partage plus. C'est bon? Ouais. Normalement, il faut juste que j'aille de la même manière le mettre en... Super. Ouais, on le voit en entier là? Oui. Parfait, alors je ne bouge plus. Non, il n'est pas en plein écran, Armel. Oui, il n'est pas en plein écran, mais c'est le format... c'est le format en ligne sur la Dropbox, donc je ne sais pas. Sinon, je pense qu'on l'a aussi, donc je peux aussi le partager en plein écran. C'est mieux comme ça? Oui. Je pense qu'on va faire avec. C'est presque du plein écran. Oui, donc pour finir sur cette diapo, effectivement, ça visait surtout à renforcer effectivement notre démarche qualité finalement en interne, mettre en place des indicateurs qualité, un plan d'amélioration continue, un plan de formation interne. Enfin, voilà, c'est un certain nombre de choses qui nous permettent de nous structurer davantage en fait. Désolée, j'aurais pas dû cliquer là-dessus. Et on va peut-être y arriver à la fin. Allez, voilà. Pas mal. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante du coup. D'accord. Voilà, donc depuis cet audit début 2020, on a mis en œuvre un certain nombre de choses pour s'améliorer. Donc notamment, on avait déjà un certain nombre d'outils internes qu'on développe en continu, donc ça nous a poussé à y consacrer davantage de temps, à dédier une personne également qui est Julien Capra, qui ne pouvait pas intervenir aujourd'hui, qui est en charge de cette démarche qualité en interne. Donc on y consacre du temps pour à modifier un certain nombre d'outils. Donc, par exemple, mettre en place une checklist réglementaire qui permet de scanner tous nos projets en AMO, d'améliorer notre outil d'analyse des offres quand on consulte des constructeurs et des entreprises d'épuration, par exemple, pour vraiment aller bien dans le détail. Il y a certaines choses comme les garanties de performance. Voilà, il y a certains points sur lesquels on n'avait pas forcément tout mis dans des outils Excel qui permettent de systématiser vraiment l'ensemble de l'analyse. Il y avait un certain nombre de points aussi sur les contrats constructeurs, effectivement, où on a mis en place du coup aussi une checklist de revue des contrats constructeurs. On a intégré les aspects assurantiels, par exemple. On va beaucoup plus loin. Voilà, c'est plus précis au niveau des niveaux d'engagement, des garanties constructeurs.
Et puis, plus sur le fonctionnement interne, on a formalisé davantage, voilà, de systématiser des comptes rendus de réunion, d'avoir des auto-évaluations aussi en interne. Donc, on a construit une grille où les salariés s'auto-évaluent en fait régulièrement. Donc là, on l'a fait tous les 6 mois, ce qui permet de voir comment on progresse en interne et puis de programmer aussi nos réunions techniques mensuelles en fonction de ça et de bien voir sur quelle thématique il faut orienter ces réunions. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Et puis en termes d'organisation de l'équipe également, on a du coup mis en œuvre, on a défini des référents et des expertises, ce qui fait que chaque membre de l'équipe a vraiment des thématiques dédiées, ce qui a clarifié en fait la veille en fait sur tout ce qui peut. On sait bien que la méthanisation, il y a toujours énormément de choses à suivre, plein de sujets en émergence. Donc, ça permet effectivement d'avoir des personnes dédiées à chaque thématique et puis des retours dans ces réunions techniques. Donc, c'est plus efficace à ce niveau-là. On souhaite également mettre en place un outil de gestion documentaire plus performant que juste un réseau avec les documents. Donc, ça, c'est en cours. Et puis, sur la partie système qualité, des bilans de fin de mission systématiques auprès des clients. Donc, on fait des questionnaires de satisfaction et on relance les clients pour obtenir des retours, puisque ce n'était pas forcément le cas avant. Et puis, des bilans internes systématiques aussi avec l'équipe qui a réalisé le projet. On a également mis en place une évaluation des prestataires qu'on prend en tant que sous-traitants, que ce soit des bureaux d'études environnement, par exemple, ou autres. Et puis, comme je le disais auparavant, un plan de formation qui est élaboré à partir de ces auto-évaluations et des entretiens individuels qu'on mène en interne. Voilà, donc tout ça nous permet d'être plus structuré, comme je le disais, et de gagner, je pense, en efficacité. Alors, c'est un peu de temps, effectivement, au départ pour développer ces outils, avoir toute cette démarche qualité en interne, mais c'est pour gagner en efficacité ensuite sur notre travail. Donc, c'est pour nous très positif. Très bien, merci. Et si vous voulez bien y répondre, quel a été le coût? Alors, quand on parle de coût, je pense qu'il faut vous distinguer le coût direct de l'audit, mais je pense qu'il y a quand même le coût, est-ce que vous l'avez évalué, le coût en fait de préparation de l'audit dans l'entreprise, mais aussi le coût de gestion de cet audit. Vous parliez tout à l'heure d'une personne dédiée au suivi de l'audit, donc je pense qu'il y a ces deux aspects-là dans les coûts. Oui, alors je ne vais pas pouvoir vous répondre sur le coût de l'audit parce que ce n'est pas moi qui ai suivi ça, donc je ne vais pas dire de bêtises. Après, effectivement, ça demande du temps en interne. Donc, Julien qui s'occupe vraiment de gérer ça, il y a dédié pas mal de temps. Et puis, maintenant que c'est un peu plus en routine, on a une réunion par mois vraiment sur Calimeta pour se mettre d'accord entre nous et faire évoluer les choses. Je pense qu'on est au moins à une demi-journée par semaine, 2 personnes y passent ça doit être un jour par semaine, on va dire, dédié à ça sur l'équipe. Pour permettre d'avoir tout ce suivi. Et puis en parallèle, on améliore nos outils internes, ce qui était déjà le cas avant. Et c'est vrai qu'on y consacre plus de temps qu'avant, mais ce n'est pas uniquement lié à Calimeta, c'est dans un souci aussi d'amélioration globale. D'accord. Très bien. Et merci pour ce témoignage concret qui est toujours précieux. On va passer à la dernière partie de cette conférence parce qu'il est déjà 17h15. Donc, on voit que la professionnalisation, elle s'organise de tous les côtés, y compris auprès des exploitants méthaniseurs. Donc, Vanessa, pour conclure la journée, je te redonne la parole sur la charte de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France pour nous dire où on en est aujourd'hui de cette charte et quel est l'esprit de cette charte AMF. Oui, alors effectivement, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France a à cœur la professionnalisation de la filière, puisque c'est elle aujourd'hui qui est en direct avec les services de l'État pour justement pouvoir faire avancer la filière, négocier, entreprendre et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et forcément milite
la parole agricole au sein des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Et donc, pour être encore plus fort auprès de ces services de l'État et accéder justement à nos attentes, il faut qu'on démontre que nous ne sommes pas des agriculteurs enfermés dans notre coin avec un fonctionnement un peu caché ou un peu comme enfin, sans représenter vraiment quelque chose de professionnel. C'est vraiment le terme qui revient aujourd'hui et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, l'AMF a eu à cœur de mettre en place justement cette charte et de définir cette charte et d'en faire même quelque chose d'aujourd'hui indispensable à l'adhésion à cette association. Donc, elle a été construite il y a quelques années maintenant, en 2017-2018, et nous sommes en train de la vendre et d'accompagner en fait les agriculteurs méthaniseurs en exploitation et en construction pour y adhérer et pour la mettre en place. Donc, la charte AMF, c'est un socle commun et obligatoire pour être adhérent à l'AMF. Donc, aujourd'hui, ça a été décidé au sein du conseil d'administration. Demain, un adhérent qui ne souhaiterait pas s'inscrire dans cette démarche ne pourrait plus rester à l'AMF. L'engagement, c'est aussi de démontrer une certaine transparence et sincérité à travers nos unités et la façon dont elles sont portées et exploitées, et pour afficher justement cette professionnalisation de la filière. Une démarche d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, on est sur la V1 de la charte, mais il y aura une V2, il y aura une V3, parce qu'en fait, l'objectif, c'est aussi d'avancer avec notre temps, avec le contexte d'évolution du monde agricole et d'évolution du monde de la valorisation énergétique, de la production d'énergie renouvelable. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un réel outil aujourd'hui, une unité de méthanisation en prolongement d'une exploitation agricole pour justement améliorer nos pratiques et bien au-delà que seulement nos pratiques agricoles au sein de nos exploitations agricoles. Donc, c'est une démarche au sein de la charte vraiment de se dire, voilà, je veux encore faire mieux demain et m'inscrire dans l'innovation et tout ce qui va avec le reste des activités économiques des territoires. Pour faciliter cette charte, on a décidé avec l'AMF de mettre en place justement des correspondants chartes dont je fais partie. Je suis correspondante charte sur la Nouvelle-Aquitaine et donc j'accompagne les unités de méthanisation agricole de la Nouvelle-Aquitaine qui sont en exploitation ou en construction pour faciliter en fait cette démarche pour faire en sorte que lorsque l'audit sera réalisé sur leur unité, ça se passe bien, que ça se passe de façon facilitée, dans un état d'esprit constructif et qu'ils ne le vivent pas comme un audit comme on peut en avoir dans d'autres aspects, d'autres certifications. On est là, en fait, on se dit, nous, en tant que correspondants, accompagnés en tant que pairs, facilitera forcément l'intégration de cette charte auprès des agriculteurs méthaniseurs et facilitera forcément les contrôles derrière qu'il pourrait y avoir au niveau de l'ADREAL, de la DTCSPP. Et donc, on a mené un appel d'offres pour que des organismes certificateurs répondent à cet appel d'offres. Et on a retenu 2 organismes certificateurs, donc indépendants, qui réalisent les audits de la charte, qui sont Certitude pour en gros l'ouest de la France et Ocasia pour l'est. On peut avancer. Hélène, ouais. Donc, comme Hélène l'a présenté tout à l'heure, donc 8 engagements. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on passe la petite vidéo, une vidéo qui a été réalisée par l'AMF et qui met en avant justement ces 8 engagements dans lesquels les adhérents s'engagent à partir du moment où ils deviennent adhérents de l'AMF.
En tant qu'agriculteur méthaniseur de France, je m'engage à assurer le bon fonctionnement de mon unité de méthanisation et respecter la réglementation. je m'engage à contribuer au développement durable de mon territoire. Je m'engage à réaliser avec mes partenaires une valorisation vertueuse des matières organiques. Je m'engage à me former et associer mes collaborateurs dans une démarche d'amélioration continue. Je m'engage à garantir la sécurité de mon installation et des personnes qui y travaillent. Je m'engage à assurer la traçabilité durant tout le cycle du procédé de méthanisation. Je m'engage à optimiser la valorisation agronomique du digestat, gage de la santé des sols. Je m'engage à partager mon expérience avec mes collègues de l'AMF et à participer à des travaux de recherche et d'innovation. Voilà donc cette vidéo réalisée par l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France avec des agriculteurs méthaniseurs de France en acteurs et qui reprend justement ces 8 engagements. Et là, tu peux avancer. Donc, le déploiement, comme je viens de le dire, grâce à l'accompagnement au terrain des correspondants chartes. Donc, nous sommes une bonne dizaine de correspondants chartes répartis sur tout le territoire national. Et nous nous déplaçons dans les unités de méthanisation pour justement accompagner les agriculteurs méthaniseurs à partir d'une grille définie par le groupe de travail charte de l'AMF, qui reprend essentiellement tout le volet réglementaire lié à l'exploitation d'une unité de méthanisation. Et donc, on aborde 10 chapitres que vous avez sur ce slide. Accès au site, réception des matières, le suivi du process, la gestion du biogaz, la gestion du digestat. Donc, dans ces 2 articles 4 et 5, on est sur une bonne partie d'analyse des matières en digestion et des analyses des matières sorties du digesteur avant retour au sol, pour justement gage de bonnes conditions sanitaires du retour au sol du digestat et gage aussi de bonne conduite d'exploitation de la matière en fermentation dans les digesteurs. Ensuite, on aborde la prévention et la gestion des risques. Donc, c'est quelque chose qui a été abordé beaucoup aujourd'hui dans cette séance, notamment sur le volet formation. La maintenance, donc avec là aussi une grande partie entre ceux qui ont des contrats de maintenance, ceux qui n'en ont pas, comment ils font le suivi quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel de leurs unités et de leurs installations. La formation, donc on en a largement parlé avec Alice aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est indéniable. Hélène l'a dit, c'est un nouveau métier. Nous ne sommes pas formés à la base pour faire de la méthanisation. Quand bien même ça reste un procédé biologique naturel, ce sont des installations qui se rapprochent beaucoup du modèle industriel, donc nécessitent aujourd'hui de se faire accompagner par des formations dédiées. L'entretien et la propreté, on souhaite aussi démontrer que la filière agricole qui porte et développe la filière méthanisation le fait avec vraiment un gage de ne pas nuire à la population et d'offrir justement des sites dignes de grandes entreprises. Et voilà, essayer justement de communiquer à travers ces outils-là pour démontrer que le monde agricole, c'est plus ce que c'était à une époque. On peut venir visiter, moi quand je vais visiter mon unité de méthanisation, je la fais en sandalettes l'été ou même en talons hauts. On n'a pas besoin de venir avec des chaussures de sécurité ou des bottes pour visiter l'unité. Et donc enfin l'image de la filière, donc c'est aussi justement l'ouverture de nos sites pour démontrer tout ce que je viens de dire et en adhérant à l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et dans cette charte, on donne aussi les moyens justement aux unités de relayer une image très positive et très professionnelle de ce que l'on fait dans notre territoire. Si on peut conclure, Vanessa, pour oui, avoir quelques donc minutes d'échange. À la fin, donc
La mise en œuvre, donc on a fait beaucoup de travail, mais il y a encore des choses à améliorer et ça s'inscrit justement dans la démarche d'amélioration continue. Mais aujourd'hui, ce qui est indéniable, c'est que le conseil d'administration de l'AMF a mis des moyens humains et des moyens financiers importants sur le développement de cette charte. Et avant le process, avant les financements, et c'est gage justement pour dire que l'importance justement de la professionnalisation et ce que l'on met en œuvre pour l'atteindre. Voilà. Très bien, merci bien pour toutes ces explications précieuses. Donc, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Il est déjà presque 17h30. Donc, effectivement, tout ce qui est lien, y compris la vidéo vers ce petit film est mis sur le chat par Fanny. Peut-être rapidement quelques questions alors qui sont de nature assez diverse. Donc, il y a eu quelques réponses qui ont été apportées par écrit et j'y reviendrai pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être la question, est-ce que la participation citoyenne est un levier de l'acceptabilité de la filière? Donc ça, je pense qu'on a parlé ce matin, mais peut-être le redire aujourd'hui. Est-ce que voilà, c'est un levier, cette participation citoyenne, à ton avis, Vanessa? Oui, alors aujourd'hui, c'est indéniable à partir du moment où on joue la carte de la transparence et qu'on offre la possibilité à la population de proposer, de construire, de produire des actes d'amélioration. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une attente, ça correspond à une des attentes de la population sur les territoires, de pouvoir aussi être acteur dans le financement de ce type de projet. Et nous, on l'a vu sur notre projet, hein, les riverains ont sollicité la mise en place d'une collecte de financement participatif que l'on a fait avant la construction. Donc vraiment, ils ont contribué à la construction de l'unité en finançant donc une partie et en devenant éco-citoyens, acteurs d'un projet de production d'énergie renouvelable sur leur territoire. Et oui, aujourd'hui, même les élus étaient les premiers assez impressionnés par cette démarche. Et le fait qu'on collecte 200 000 € en 2 semaines et qu'on n'arrive pas à servir tous ceux qui voulaient investir dans le projet, ça a été même une frustration, mais ça veut dire que c'est ça répond à une réelle attente et que ça permet justement aujourd'hui d'avoir une majorité souvent silencieuse qui s'exprime à travers cette démarche-là et qui deviennent de réels ambassadeurs après sur les terrains. Très bien. Alors, je crois que la question, finalement, elle ne s'adressait pas complètement à toi et c'était plutôt, je le prendrai donc, monsieur Gavalet, si vous vous permettez, comme une suggestion, c'est qu'elle s'adressait à la question, si du coup je l'ai compris cette fois-ci, c'était de savoir si dans le copil de labellisation, il ne fallait pas aller vers une diversification des membres de ce comité de labellisation. Et donc, quand le terme de citoyen est indiqué à ce moment-là, je suppose que c'est faire référence voilà, à des représentants de la société civile dans ce comité de labellisation. Donc, je pense que peut-être que les partenaires du comité, en tous les cas, entendent la suggestion et je ne sais pas si vous voulez en dire 2 mots tout de suite ou si on… Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Marc. Oui. En fait, le problème du comité de labellisation, c'est une question ouverte sur laquelle je prends. Je prends l'idée, honnêtement, c'est une subsection à laquelle on n'a jamais pensé, voilà, pour être clair. En bon technicien, on s'est dit, associant les banquiers, associant les assureurs, associant voilà, des gens comme ça, associant aussi le centre technique, hein, notamment l'AFG, enfin voilà. Mais je suis preneur. Je suis tout à fait preneur. Vous pouvez nous contacter. Alors évidemment, on pense souvent à la FNE, hein, enfin voilà, des gens comme ça. Mais franchement, je viens d'y penser. C'est une suggestion à laquelle je n'avais pas pensé, à part jusqu'à présent. Voilà.
Très bien. Si c'était pas avec nous ce matin, Monsieur Gavalet, si j'ai bien suivi, représente FNE pour les Pays de la Loire. Nous représentons D'accord. Ah, OK. l'association FNE pour les Pays de la Loire. Écoutez, voilà, c'est très bien comme ça. Très Il bien. suffit Donc, qu'il m'envoie un mail. Voilà. voilà, la mise en relation est faite. Et donc, pour peut-être conclure, il y a deux questions qui sortent un peu du sujet, qui laissent ouvrir. Et là aussi, on va pas y répondre trop longtemps. Alors, il y a une question plutôt à Vanessa, je pense, parce que donc on parlait on a évoqué la question du label bas carbone, mais finalement, comment on l'évalue, si je comprends la question, parce qu'elle n'est pas évidente. Il y a 12 exploitations agricoles, il y a 12 agriculteurs dans Déméter Énergie. Comment on rattache en fait la méthanisation Déméter Énergie aux exploitations agricoles dans leur labellisation bas carbone? Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Alors, si, tout à fait. C'est entre justement la production de couverts végétaux en culture intermédiaire et le retour au sol du digestat en substitution d'énergie d'azote chimique, ammoniacal ou d'azote d'engrais chimiques. En fait, le travail a été réalisé comme ça. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que les outils ne sont pas forcément complètement bien adaptés, notamment pour intégrer 3 cultures en 2 ans. Donc, il y a des évolutions à faire sur ces outils-là, mais le retour, c'est ça. C'est vraiment imbrication dans l'échange effluent digestat et la production de cultures intermédiaires à vocation énergétique qui viennent à la méta. Très bien. Et donc, la même personne suggérait de poursuivre la réflexion, sans doute pour les méthaniseurs d'aujourd'hui et de demain, poursuivre la réflexion autour de la production d'hydrogène vert basée sur l'énergie de la méthanisation, issue de la méthanisation. Mais je pense que là, on rentre dans un autre sujet, peut-être qui a été traité dans le salon Bio 360. Donc voilà, je vous laisse tous y réfléchir. Je tenais à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation, l'ensemble des participants qui a pu être il y a encore une demi-heure bien au-dessus des 150 participants. Donc, on voit que les thématiques qui ont été choisies aujourd'hui étaient riches et importantes pour progresser dans la filière. Et donc, encore une fois, on croise les doigts et on vous donne rendez-vous, on espère, prochainement en plein air et en physique surtout. On a tous envie de se retrouver pour continuer à débattre des enjeux du biogaz et on voit qu'on a réussi à mettre autour de cette visio des intervenants de nature très différente, mais en tous les cas tous complémentaires pour faire progresser et pour professionnaliser cette filière. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.